C'était une de ces nuits de fin d'été qui ne se rafraîchissent jamais vraiment, même après le coucher du soleil. Le genre de nuit où l'air vous colle à la peau et où le chant des criquets comble le silence entre le passage lointain des voitures. Dans le comté de Chilton, en Alabama, en 1992, des soirées comme celle-là étaient ordinaires, calmes, prévisibles. C'est précisément ce qui rendait les événements du 14 août si anormaux. Marlene Parker travaillait ce soir-là à l'épicerie Carter, un petit supermarché de province niché au bord de la route départementale 58, le genre d'endroit où tout le monde se connaît et où les ragots circulent plus vite que les voitures. Marlene ne venait pas d'une famille riche, mais elle était fiable, le type de femme qui arrivait en avance, restait tard et ne se plaignait jamais. Elle avait 26 ans, une voix douce et un sourire calme qui mettaient les gens à l'aise. Les habitants l'appréciaient, les habitués lui faisaient confiance et son patron, Earl Carter, la traitait comme sa propre fille. Du moins, c'est ce que tout le monde pensait. Ce vendredi-là, le magasin avait été très fréquenté en journée. Mais à la tombée de la nuit, la foule s'était clairsemée. Le vrombissement des vieux congélateurs et le scintillement des néons emplissaient les allées. Marlène devait fermer à 21 heures. Vers 20h45, elle commença à réapprovisionner les rayons tout en encaissant les derniers clients. Sa collègue, une adolescente nommée Lisa, se souvient l'avoir entendue rire doucement de quelque chose, puis dire qu'elle allait s'occuper du stock dans l'arrière-boutique avant de rentrer chez elle. C'est la dernière fois que quelqu'un l'a vue vivante. Quand Lisa revint après avoir verrouillé l'entrée principale, Marlène avait disparu. Au début, cela ne parut pas étrange. Parfois, elle se garait à l'arrière pour laisser de la place devant. Mais le lendemain matin, à l'ouverture du magasin, sa berline bleue était toujours là, garée de travers près du quai de chargement. La portière conducteur était ouverte. À l'intérieur se trouvaient son sac à main, son portefeuille et une tasse de café à moitié bu. Ses clés manquaient. Au départ, l'hypothèse était simple. Peut-être était-elle partie quelque part, rendant visite à quelqu'un. Mais les heures se sont transformées en une journée entière, et cette théorie s'est effondrée. La mère de Marlène a appelé le magasin, puis le bureau du shérif. Son père a parcouru les routes entre Clanton et Verbena à la recherche de la voiture, ignorant qu'elle se trouvait derrière le magasin depuis le début. Lorsque les adjoints sont arrivés, ils n'ont trouvé aucun signe de lutte, pas de sang, pas d'empreinte, rien qui ne suggère un acte criminel. Le shérif Raymond Tolbert, un homme connu pour sa patience, a suggéré que Marlène était peut-être partie de son plein gré, qu'elle avait besoin de faire une pause. Mais sa famille a immédiatement rejeté cette idée. Sa vie était simple et bien ancrée. Le travail, l'église, la maison. Elle n'était pas du genre à disparaître. Pendant plusieurs jours, les adjoints ont ratissé les bois et les fossés de drainage avoisinants. Des volontaires ont parcouru les champs avec des lampes de poche, criant son nom dans l'air moite de la nuit. Des chiens ont été amenés, mais la piste s'arrêtait derrière le magasin, puis s'évanouissait. C'était comme si l'obscurité l'avait avalée tout entière. Les rumeurs n'ont pas tardé. Certains disaient qu'un chauffeur de camion de passage avait dû l'embarquer. D'autres accusaient des vagabonds de l'aire de repos voisine. Quelques-uns murmuraient le nom d'Earl, mais jamais très fort. Après tout, il avait donné leur premier emploi à la moitié de la ville. Il était respectable, amical, un diacre. Suggérer qu'il puisse y être pour quelque chose ne plaisait pas aux gens, pas dans un endroit où la réputation était primordiale. Des avis de recherche avec le visage de Marlène, en noir et blanc, granuleux à force d'être photocopiés,
ont été placardés sur chaque poteau téléphonique. Ses parents les distribuaient dans les stations-service et les restaurants. En 2 semaines, le papier blanc vif avait viré au gris sous l'effet de la pluie et de la poussière. Les gens posaient encore des questions à son sujet, mais de moins en moins. Le bureau du shérif recevait des pistes qui ne menaient nulle part. En octobre, même le journal local avait cessé de publier des mises à jour. Aucune nouvelle piste, titrait-il. Sa mère, Clara, refusait de l'accepter. Elle s'asseyait sur son perron la plupart des soirs, fixant la route de gravier comme si elle pouvait ramener sa fille à la maison. Son père, James, a gardé la voiture de Marlene exactement comme il l'avait trouvée une fois que la police l'eut rendue. Portière conducteur ouverte, clé toujours manquante. Un jour, disait-il, nous comprendrons. Le magasin, lui, est resté ouvert. Earl Carter a déclaré aux journalistes qu'il avait le cœur brisé, que Marlene était comme une fille pour lui. Il a organisé des cercles de prière sur le parking du magasin. Les voisins l'admiraient pour sa force. Personne ne s'est demandé à quelle vitesse il avait tourné la page. Mais si vous interrogez les rares personnes qui se souviennent encore de cet été-là, elles vous diront qu'il y avait quelque chose d'étrange dans cet endroit par la suite. Des employés disaient que l'arrière-cour sentait toujours une odeur indéfinissable, un mélange de terre humide et de métal. D'autres affirmaient que les lumières clignotaient plus que d'habitude la nuit, comme si le bâtiment lui-même savait quelque chose qu'il ne pouvait pas dire. Au fil des mois et des années, l'espoir s'est estompé. De nouveaux employés sont arrivés, d'autres sont partis. La famille Parker a cessé de distribuer des avis de recherche, bien que Clara en ait gardé un scotché sur son réfrigérateur, les coins jaunis, l'encre pâlissante. Lorsque le calendrier a tourné à 1993, le nom de Marlène n'était plus dans le journal, non pas parce que les gens l'avaient oublié, mais parce qu'il n'y avait tout simplement plus rien à dire. Elle s'était volatilisée, laissant derrière elle une portière de voiture ouverte, un café à moitié bu et une ville qui préférait le silence au soupçon. Et pendant les 26 années suivantes, ce silence allait perdurer, jusqu'au jour où, des décennies plus tard, la terre derrière ce même supermarché serait remuée, et la vérité que tout le monde avait enterrée avec le temps serait enfin prête à être déterrée. Au début de l'année 1993, la vie dans le comté de Chilton avait commencé à reprendre son cours normal, du moins en surface. Les commérages qui emplissaient autrefois les cafés et les perrons ont lentement cédé la place aux discussions sur les récoltes, les matchs de football et les fêtes de village. Les affiches avec le visage de Marlene Parker ont été retirées, d'abord par les intempéries, puis par une acceptation silencieuse. Les gens disaient qu'il était temps de passer à autre chose, que toutes les disparitions n'étaient pas élucidées. Mais tout le monde n'y parvenait pas. Ses parents vivaient toujours dans la même petite maison blanche en bordure de verbena, la même maison où Marlène se rendait après chaque service à l'épicerie Carter. Sa mère, Clara, refusait de changer de numéro de téléphone au cas où Marlène s'en souviendrait un jour. Son père, James, gardait sa chambre intacte, le lit fait, la fenêtre légèrement entr'ouverte, comme si elle pouvait revenir d'un moment à l'autre. Chaque dimanche, il déposait des fleurs sous le vieux chêne en face de la maison. Ce n'était pas une tombe, mais c'en était tout comme. Pendant ce temps, le magasin a rouvert quelques semaines après que l'enquête se soit calmée. Ce premier jour, Earl Carter se tenait à l'extérieur, serrant la main des clients, les remerciant pour leur prière et leur patience.
Il a dit aux journalistes qu'il voulait honorer la mémoire de Marlene en maintenant l'entreprise à flot, affirmant qu'elle aurait voulu que le magasin continue de vivre. La ville semblait être d'accord. Il respectait cela. Dans un endroit comme le comté de Chilton, la grâce publique comptait souvent plus que la vérité privée. Earl a même aidé à organiser une collecte de fonds annuelle pour retrouver Marlène, où les habitants lâchaient des ballons blancs et priaient pour obtenir des réponses. Il payait lui-même les prospectus, distribuait des rubans de soutien et prenait toujours le micro en dernier. Il terminait chaque veillée de la même manière, quelques mots calmes, la tête baissée, la voix tremblant juste assez pour paraître sincère. Mais tout le monde n'était pas convaincu. Certains des employés les plus anciens se souvenaient de quelque chose de différent. Ils se rappelaient, la semaine précédant, la disparition de Marlène, comment on les avait vus se disputer dans l'entrepôt, comment elle était sortie les yeux rouges, tenant sa veste, refusant d'en parler. Une jeune caissière a raconté à une amie qu'elle avait entendu Earl dire quelque chose sur son ingratitude, mais cela n'a jamais été consigné par écrit. Dans les petites villes, des choses comme ça ne figurent pas dans les rapports. Elles flottent simplement dans l'air, comme une fumée qui ne se dissipe jamais. Les inspecteurs ont essayé de suivre les quelques pistes restantes. Une femme correspondant à la description de Marlene a été aperçue près de Montgomery, mais il s'est avéré que c'était une voyageuse de Géorgie. Un autre appel est venu d'un relais routier le long de l'autoroute 31. Une serveuse a juré qu'une femme aux cheveux bruns était entrée tard un soir pour demander son chemin vers Clanton. Lorsque les agents ont vérifié, personne d'autre ne se souvenait l'avoir vue. Chaque piste se terminait par une déception. Chaque fausse alerte aggravait la douleur dans la poitrine de Clara. À Thanksgiving cette année-là, la famille Parker a mis 5 assiettes sur la table, puis une de plus. La chaise de Marlene est restée vide, les couverts parfaitement disposés. Clara a murmuré une prière avant de manger, sa voix tremblant à mi-parcours. James n'a pas dit un mot. Au fil des années, le temps a remodelé la façon dont les gens parlaient d'elle. Les plus jeunes sont partis pour de plus grandes villes, les plus âgés sont morts, et le nom de Marlene Parker a commencé à ressembler davantage à une histoire de fantôme qu'à une tragédie. Earl, cependant, est resté fermement ancré dans les bonnes grâces de la ville. Il était généreux, faisant des dons aux événements de l'Église, parrainant les équipes de jeunes, organisant même des barbecues gratuits derrière le magasin chaque été. Les gens l'appelaient un pilier de la communauté, un homme de foi tranquille qui avait enduré une perte terrible sans jamais perdre sa gentillesse. Il formait les nouvelles recrues comme s'ils étaient ses propres enfants, leur apprenant à emballer les courses avec soin, à sourire aux clients, à respecter l'endroit qui les nourrissait. Il leur tapotait le dos et racontait des histoires du bon vieux temps où le lait coûtait 50 cents et l'essence encore moins chère. Il était presque aimé. Presque. Pourtant, il y avait des choses qui ne collaient pas. Certains employés ont remarqué que Earl était particulièrement pointilleux au sujet de l'arrière-cour, la zone derrière le quai de chargement où le béton était inégal et les lumières ne fonctionnaient jamais correctement. Il interdisait à tout le monde de s'y garer après la tombée de la nuit, disant que ce n'était pas sûr, qu'il y avait vu des serpents et des chiens errants. D'autres disaient qu'il gardait cette partie de la propriété verrouillée, prétendant que les anciennes unités de congélation étaient dangereuses. Parfois, après la fermeture, des employés juraient entendre des bruits, de faibles sons métalliques venant de l'arrière, comme quelque chose qui cliquetait sous le gravier. Ils le mentionnaient, et Earl balayait leurs inquiétudes d'un revers de main, leur disant que c'étaient des ratons laveurs ou le vent.
quelques-uns le croyaient. La plupart, non. Pour la famille Parker, les années n'étaient pas marquées par des événements marquants, mais par l'absence. Des anniversaires sans appel téléphonique, des vacances sans rire. De temps en temps, un nouveau shérif ou un adjoint leur rendait visite, promettant de réexaminer l'affaire, mais c'était toujours la même histoire. Pas assez de preuves, pas de nouveaux témoins, rien pour avancer. Clara a commencé à écrire des lettres aux chaînes de télévision, aux enquêteurs de l'État, à tous ceux qui, pensait-elle, pourraient l'écouter. La plupart n'ont jamais répondu. À la fin des années 1990, l'épicerie Carter était l'un des rares commerces d'origine restants sur cette portion de route. Les gens de trois comtés y faisaient leurs courses. Earl était devenu presque intouchable, respecté, digne de confiance, admiré. S'il y avait des murmures, ils étaient faibles, enfouis sous des années de politesse et de déni. Mais quelques habitants ne parvenaient pas à se défaire de leur malaise. Un chauffeur de camion à la retraite, qui connaissait Earl depuis des décennies, a dit un jour à sa femme que quelque chose chez cet homme avait changé après 1992. Il disait que Earl avait commencé à parler plus doucement, à bouger plus lentement, à boire plus de café, mais jamais d'alcool. Il restait derrière le comptoir longtemps après la fermeture, fixant le parking comme s'il attendait quelqu'un. Quand sa femme lui a demandé qui, il n'a pas répondu. Le temps passait comme un lent brouillard. La disparition de Marlène est devenue l'une de ces histoires dont les gens ne se souvenaient que lors des pannes de courant ou lorsqu'un nouveau venu s'installait en ville. Vous savez, disait-il, une jeune fille a disparu de ce magasin il y a longtemps. Mais pour Clara et James, le souvenir ne s'est jamais estompé. Ils passaient encore parfois en voiture devant le magasin. Clara disait qu'elle pouvait y sentir la présence de sa fille, que lorsqu'elle passait devant l'arrière-cour, son estomac se nouait. Elle ne pouvait pas l'expliquer. Au début des années 2000, les deux parents avaient cessé d'espérer un miracle. Ils ne voulaient plus que la vérité. Pourtant, dans le comté de Chilton, la vérité avait une façon de se cacher, surtout lorsqu'elle se dissimulait derrière des sourires et des services religieux dominicaux. Earl Carter vieillissait, ses cheveux blanchissaient, sa posture se courbait, mais sa réputation ne faiblissait jamais. Les gens lui faisaient plus confiance que jamais. Il était devenu, à leurs yeux, le genre d'homme qui avait souffert, mais avait continué avec grâce. Il était intouchable, jusqu'à ce que la Terre elle-même, des années plus tard, décide de parler pour la seule personne qui ne le pouvait plus. Et lorsqu'elle le fit enfin, ce qu'elle révéla allait défaire tout ce que la ville pensait savoir sur l'homme qu'elle avait passé des décennies à admirer. En 2010, l'affaire Marlene Parker avait depuis longtemps dérivé dans les recoins silencieux de l'histoire du comté de Chilton. Les vieilles affiches avaient disparu, le magasin avait changé son enseigne 2 fois, et pour la plupart des gens, son nom n'était guère plus qu'une triste histoire du passé, une histoire que l'on mentionnait brièvement avant de la laisser s'évanouir à nouveau. Mais pour une inspectrice, c'était le genre de dossier qui ne vous lâchait pas une fois ouvert. L'inspectrice Laura Benton venait d'être transférée de Birmingham au bureau du shérif du comté de Chilton. Elle avait la trentaine, un esprit vif, méthodique, le genre d'enquêtrice qui n'ignorait jamais son instinct. Au cours de ses premiers mois, elle a passé de longues soirées dans la salle des archives à éplucher les affaires classées. Il y en avait des dizaines. Des fugues, de vieilles disparitions, des dossiers d'agressions oubliés. Mais l'un d'eux, un mince dossier en manille,
a particulièrement attiré son attention. L'étiquette indiquait Parker, Marlène, personne disparue, 1992. À l'intérieur, les documents étaient jaunis et cassants. Il n'y avait qu'une poignée de rapports, un avis de personne disparue, quelques transcriptions d'entretien, 2 photos Polaroid du parking derrière l'épicerie Carter et une seule coupure de journal. C'était tout. Pas de suivi, pas de registre de preuves, pas de nouvelles pistes au-delà de l'année de sa disparition. Pour Benton, cette absence était une preuve en soi. Elle s'est adossée à sa chaise et a étudié le dossier sous la lumière crue du néon. La dernière entrée dans le journal de l'affaire était datée du 27 août 1992, moins de 2 semaines après la disparition de Marlène. Elle disait simplement « Aucune nouvelle information. L'affaire reste ouverte. » C'était la fin. 2 phrases pour clore la vie d'une femme. Quelque chose là-dedans ne lui plaisait pas. Dans les semaines qui ont suivi, Benton a commencé à tirer discrètement sur les fils. Elle a retrouvé d'anciens témoins, toute personne encore en vie qui avait connu Marlène ou travaillé au magasin. Certains étaient difficiles à trouver, d'autres ne voulaient pas parler. Mais l'une d'entre elles, Lisa Turner, la jeune collègue qui avait fermé le magasin avec Marlène ce soir-là, a accepté de la rencontrer. Lisa avait maintenant la quarantaine, était mariée et vivait à Montgomery. Assise en face de Benton, elle a décrit la nuit par fragments. Le décompte de la caisse, les lumières, la façon dont Marlène avait dit qu'elle se dirigeait vers l'arrière pour finir le stock. Mais ce qui a le plus frappé Benton, c'est ce qui a suivi. Lisa a hésité avant d'admettre quelque chose qu'elle n'avait jamais dit aux enquêteurs de l'époque. Marlène, a-t-elle dit, avait été nerveuse cette semaine-là. Elle avait mentionné quelqu'un au travail qui la mettait mal à l'aise. Elle n'a pas donné de nom, n'a pas dit ce qui s'était passé, seulement qu'elle envisageait de trouver un autre emploi. Benton a tout noté, mot pour mot. La formulation l'a marqué. Quelqu'un au travail. Pas un client, pas un étranger. Quelqu'un qui y travaillait. Elle a ensuite consulté les registres d'emploi du début des années 90, ce qui a nécessité quelques recherches. L'épicerie Carter était une entreprise privée et une grande partie de ses documents étaient stockés hors site. Mais ce qu'elle a trouvé était étrange. Les registres de paie montraient que Earl Carter, le propriétaire, avait donné à Marlène ce qu'il appelait des heures bonus, une rémunération supplémentaire non inscrite sur les fiches de paie officielles. Les montants variaient, généralement faibles mais constants. Lorsque Benton les a comparés à ceux des autres employés, aucun ne présentait le même schéma. Cela aurait pu être innocent, se dit-elle, peut-être l'aidait-il. Mais son instinct lui disait que ce n'était pas si simple. Elle a demandé les notes originales de l'entretien avec Earl Carter, la seule fois où il avait été formellement interrogé. Lorsque le dossier est revenu, il faisait à peine une page, juste quelques lignes. Il affirmait être parti tôt ce soir-là, que Marlène allait bien, qu'il ne savait pas ce qui avait pu se passer. Aucune question de suivi, pas de deuxième entretien, pas de polygraphe, rien. Benton a froncé les sourcils devant tant de simplicité. Pour une employée disparue, une jeune femme qui s'était volatilisée de sa propriété, sa déclaration était plus courte que certaines contraventions qu'elle avait rédigées. Elle a ensuite vérifié les plans cadastraux. L'épicerie Carter se trouvait toujours au même endroit, près de la route 58, un petit bâtiment en parpaing avec une cour en gravier à l'arrière. Earl en était toujours propriétaire, bien qu'il approchât des 70 ans. De l'avis de tous, il était toujours actif dans la communauté, allant à l'église,
faisant des dons à des collectes de fonds locales, encadrant des jeunes du lycée. Sa réputation, a noté Benton, était irréprochable. Ce genre de réputation rendait son travail plus difficile. Les petites villes protègent les leurs, surtout les hommes comme Earl. Elle a déposé une demande pour effectuer une fouille limitée de la propriété, mais le procureur l'a refusée. Pas de motif probable, pas de mandat, pas de nouvelles preuves. Sans aveu ni lien direct, la loi était de son côté. Benton comprenait la logique, mais cela ne dissipait pas son malaise. Pourtant, elle a continué à travailler discrètement. Elle a interrogé d'anciens employés qui avaient déménagé. L'un d'eux s'est souvenu que Earl fermait toujours lui-même la porte arrière à clé. Un autre a dit qu'il restait parfois des heures après la fermeture, prétendant faire de la paperasse. Un troisième a mentionné comment il avait l'habitude de parcourir les allées juste avant la fermeture, demandant si quelqu'un avait besoin d'être raccompagné. Cela se voulait gentil, mais la façon dont il le disait donnait une autre impression. Chaque histoire l'amenait plus profondément dans quelque chose qui n'avait jamais été écrit, mais qui avait toujours été murmuré. Earl Carter n'était pas l'homme que la communauté pensait qu'il était. Un soir, longtemps après que la plupart des membres du bureau du shérif soient rentrés chez eux, Benton était assise à son bureau, relisant le dossier de Marlène. Elle a de nouveau regardé les deux polaroïdes, le parking, l'entrée arrière, la benne à ordures rouillée. Le flash granuleux illuminait une parcelle de sol inégale derrière le quai de chargement. C'était petit, à peine perceptible, mais ses yeux s'y sont attardés. Le rapport ne mentionnait aucune excavation à cet endroit, aucun échantillon de sol, aucune analyse scientifique, juste une note indiquant que la zone avait été fouillée visuellement. Cette expression, fouillée visuellement, lui semblait être le genre d'oubli qui n'avait de sens que dans une affaire dont on s'attendait à ce qu'elle ne mène nulle part. Elle l'a surligné et a écrit dans la marge. Vérifier historique de perturbation du sol, 1992. Benton savait qu'elle ne pouvait pas rouvrir l'affaire officiellement. Pas encore. Mais elle pouvait tout documenter. Chaque incohérence, chaque piste, chaque occasion manquée. Elle a commencé un dossier parallèle, l'étiquetant simplement Notes Parker. Elle y a établi une chronologie, recoupé les horaires de travail, comparé les témoignages et marqué les endroits qui n'avaient pas été examinés en profondeur. Un point, l'arrière-cour, ne cessait de ressortir. Quelques semaines plus tard, elle est passée en voiture devant le magasin. C'était la fin de l'après-midi, le ciel se teintait de rose au-dessus des pins de l'Alabama. L'endroit semblait ordinaire. Quelques clients fumaient dehors, la vieille enseigne au néon bourdonnait faiblement. Elle s'est garée de l'autre côté de la route et a simplement observé. Earl est sorti par la porte d'entrée, plus âgé maintenant, les cheveux argentés, la posture légèrement voûtée. Il a salué une femme, a souri, lui a tenu la porte. Pour n'importe qui d'autre, il ressemblait à un vieil homme bienveillant qui maintenait son commerce à flot. Mais Benton ne pouvait se défaire de l'idée que derrière ce sourire se cachait un homme qui savait exactement ce qui s'était passé 20 ans plus tôt. Ce soir-là, de retour à son bureau, elle écrivit une dernière note au bas de son dossier. Marlène n'a jamais quitté cette propriété. Ce n'était pas une preuve, pas au sens juridique du terme, mais pour l'inspectrice Laura Benton, c'était la certitude qui la pousserait à ne jamais abandonner. Car parfois,
La vérité ne se cache pas dans ce qui est écrit dans un dossier. Elle se cache dans ce qui a été omis. Et 8 ans plus tard, lorsqu'une équipe de construction commencerait à creuser derrière ce même magasin, la Terre prouverait que son instinct avait eu raison depuis le début. Chaque affaire sur cette chaîne n'est pas qu'une simple histoire. Ce sont des semaines de recherche dans les archives, de vérification des faits et de reconstruction de vies réelles qui ont été perdues. Chaque épisode demande près de 15 jours de recherche et de longues nuits à pourchasser la vérité. Nous faisons cela parce que ces histoires comptent et que quelque part, quelqu'un mérite encore qu'on se souvienne de lui. Si vous voulez que nous continuions à dévoiler la vérité derrière ces mystères, prenez une seconde pour aimer la vidéo, vous abonner et nous dire dans les commentaires quelle partie de l'affaire d'aujourd'hui vous a le plus touché. Votre soutien nous est essentiel. Et si vous voulez voir plus d'épisodes de Cold Cases, affaires classées, les liens vous attendent dans la description ci-dessous. Maintenant, revenons à l'affaire. Au printemps 2018, l'épicerie Carter n'était plus qu'une relique de son temps. Le magasin autrefois animé, qui avait été le cœur du comté de Chilton pendant des générations, était maintenant à moitié vide et délabré. Sa peinture était écaillée, son enseigne délavée par le soleil, et son histoire pesait lourdement dans l'air. Earl Carter était décédé 2 ans plus tôt, laissant la propriété à un neveu éloigné qui voulait la moderniser, la transformer en quelque chose de nouveau. La ville y voyait un progrès, mais pour une inspectrice, c'était le genre de changement qui réveillait de vieux fantômes. Par un matin couvert d'avril 2018, une équipe de construction est arrivée pour commencer à déblayer le terrain arrière. Le nouveau propriétaire prévoyait de paver un plus grand parking là où le gravier inégal avait toujours été. Les ouvriers plaisantaient sur le béton fissuré et les tuyaux de drainage rouillés sur la terre si dure qu'elle pouvait briser une pelle. Personne ne s'attendait à ce qu'ils étaient sur le point de trouver juste en dessous. L'opérateur de la pelleteuse, un homme nommé Ronnie Simmons, travaillait dans la construction depuis 20 ans. Vers 9h40 du matin, alors qu'il abaissait le godet dans le sol derrière l'ancien quai de chargement, la machine a eu une légère secousse, accrochant quelque chose de solide. Il a supposé qu'il s'agissait d'un vieux tuyau ou d'une barre d'armature laissée par une rénovation précédente. Mais lorsqu'il est descendu pour dégager l'obstacle, il a vu une forme pâle et irrégulière percer la terre. Petite, courbée et d'apparence fragile. Ni métal, ni pierre. De sa main gantée, il a balayé une couche d'argile compacte et s'est figé. Ce qu'il voyait n'était pas le gris terne du béton. C'était un blanc cassé, un blanc d'os. Le contremaître a immédiatement appelé la police. En une demi-heure, les adjoints du shérif du comté de Chilton avaient bouclé toute la partie arrière du terrain. Les travaux se sont arrêtés. Le ruban jaune flottait dans la brise, attirant l'attention des conducteurs qui ralentissaient pour regarder. Les rumeurs ont commencé avant même l'arrivée du premier fourgon de la police scientifique. Quelqu'un a dit que c'était des os d'animaux. Quelqu'un d'autre a juré que non. L'inspectrice Laura Benton, désormais enquêtrice principale au sein du département, était dans son bureau lorsque l'appel est arrivé. Une possible découverte de restes humains derrière l'ancienne épicerie Carter. L'adresse l'a frappée comme un coup de poing. Elle n'a pas hésité. Elle a attrapé son manteau et a pris la route en quelques minutes, ses pneus crissant sur l'asphalte humide, alors qu'elle empruntait le chemin familier
de la route départementale 58. Quand elle est arrivée, la scène était déjà un chaos contrôlé de gyrophares, de journalistes massés derrière le périmètre et de techniciens de la police scientifique déballant leur matériel. Mais Benton n'écoutait pas le bruit. Elle fixait le sol. Les coordonnées correspondaient presque parfaitement à l'endroit qu'elle avait marqué dans ses notes 8 ans plus tôt, la zone qu'elle avait supplié de faire fouiller, ce qui lui avait été refusé. Maintenant, la terre était ouverte. Des spécialistes du laboratoire d'État étaient agenouillés autour de la tranchée peu profonde creusée par la pelleteuse. Un amas d'os était visible encore à moitié enfoui dans le sol. Une cage thoracique partielle, la courbe d'un fémur, ce qui ressemblait à une main tordue de manière non naturelle contre une couche de bâche noircie. L'air sentait légèrement la terre humide et la rouille. Une paire de vieux clous corrodés brillait dans la terre à côté des restes, comme si quelqu'un avait essayé de fixer la couverture des décennies auparavant. Alors que l'équipe scientifique commençait l'excavation, l'histoire de ce qui s'était passé ici a commencé à se révéler, pièce par pièce. Les restes étaient positionnés avec soin, pas jetés, mais placés, enveloppés dans des couches de tissus décomposés, attachés lâchement sur les côtés. À proximité, quelques objets personnels ont fait surface. Une chaîne de bracelet rouillée, le bord d'une chaussure en cuir délavé, des fragments de ce qui avait été un tissu en polyester, d'un uniforme de travail. Le motif correspondait à la tenue de l'épicerie Carter du début des années 1990. Des rayures blanches et vertes, encore pâles sous des années de terre. Benton s'est accroupie près du site de fouille, silencieuse, regardant les techniciens déterrer chaque fragment avec de petites brosses et des truelles. Elle avait travaillé sur suffisamment d'affaires non résolues pour connaître ce sentiment qui flottait dans l'air, ce mélange étrange de tristesse, de soulagement et d'effroi. Elle n'avait pas besoin d'un test ADN pour deviner de qui il s'agissait. Elle le savait déjà. Le shérif, debout à proximité, a murmuré que la découverte rouvrirait probablement de vieilles blessures pour la ville. Benton n'a pas répondu. Ses yeux étaient fixés sur le sol, sur le travail lent et délicat de récupération. Pour elle, cela ne rouvrait rien. C'était une confirmation. Les heures ont passé tandis que l'équipe cataloguait tout. Des photographies ont été prises, des marqueurs placés, des échantillons de sol prélevés. Lorsque les restes ont finalement été sortis de terre, un silence est tombé sur la scène. Le corps avait été enterré à moins de 60 centimètres de la surface, assez peu profondément pour qu'il aurait dû être trouvé des années plus tôt. Mais le terrain arrière avait été bétonné au milieu des années 1990, le scellant sous le ciment et le temps. Parmi les objets récupérés sur le site se trouvait un petit rectangle métallique, à peine reconnaissable après des décennies sous terre. Lorsqu'un technicien l'a rincé soigneusement avec de l'eau en bouteille, la forme est devenue plus claire. Un badge nominatif, corrodé, mais encore légèrement lisible. Les lettres étaient déformées, les bords rongés par la rouille, mais un mot pouvait encore être déchiffré. Marlène. Benton l'a fixé un long moment, la mâchoire serrée. 26 ans, 2 générations s'étaient écoulées depuis que ce nom avait été imprimé pour la première fois sur un avis de recherche, et maintenant, il était là, non pas sur du papier, mais sur du métal, enterré derrière le bâtiment même où elle avait travaillé son dernier jour. Alors que la lumière du jour commençait à décliner, des projecteurs ont été installés pour continuer les recherches.
Les enquêteurs ont élargi le périmètre, découvrant des traces de ce qui aurait pu être le bord d'une fosse recouverte d'une bâche. Il n'y avait aucun autre effet personnel que ceux déjà trouvés. Pas de sac à main, pas de clé, pas d'armes. Juste des os, du tissu et le silence. Le médecin légiste sur place a estimé que les restes appartenaient à une femme d'environ 25 ans, ce qui correspondait à l'âge de Marlène au moment de sa disparition. Le squelette montrait des signes de traumatisme. Une fracture à l'arrière du crâne, nette et franche, comme celle causée par un seul coup violent. Ce n'était pas un accident, c'était intentionnel. À la tombée de la nuit, toute la zone était scellée sous une grande tente blanche. Les journalistes spéculaient de l'autre côté de la rue. Les flashs de leurs appareils photo crépitant dans le crépuscule, tandis que les adjoints tentaient de contenir la foule. Benton est resté jusqu'à ce que le dernier sac de preuves soit chargé dans le fourgon. Lorsque la porte s'est refermée avec un clic métallique, elle est restée immobile, écoutant le bourdonnement silencieux du générateur et le faible chant des grillons au loin. Pendant des années, elle avait dit à quiconque voulait l'entendre que Marlène n'avait jamais quitté cette propriété. Maintenant, la terre l'avait enfin confirmé. En retournant à sa voiture, elle a jeté un regard au mur arrière du vieux magasin, la peinture écaillée, la faible trace de l'endroit où un tuyau de drainage passait autrefois. Elle se demanda si Earl Carter s'était déjà tenu là, regardant le béton séché, sachant ce qui se trouvait en dessous. Cette pensée lui a retourné l'estomac. Cette nuit-là, alors que les fourgons de la police scientifique s'éloignaient et que le ruban jaune flottait dans le vent, le comté de Chilton semblait différent. Quelque chose d'ancien et d'enterré avait bougé, le genre de secret qui peut dormir pendant des décennies jusqu'à ce qu'un coup de pelle négligent le ramène, haletant, à la lumière du jour. Et bien que l'enquête ne fasse que commencer, chaque personne sur ce site, du plus jeune adjoint au plus ancien enquêteur, savait déjà ce que le test ADN allait dire. Il ne savait simplement pas encore ce que le sol allait révéler d'autre. Car dans les petites villes comme celle-ci, la Terre n'oublie jamais ce que les gens essaient de cacher. Lorsque les restes ont été envoyés au département des sciences médico-légales de l'Alabama à Montgomery, l'air du laboratoire portait un poids différent. Tout le monde savait ce que disait le dossier. Le lieu, la période, le badge nominatif trouvé à côté des os. Mais la procédure devait primer. Les faits avant l'émotion. La science avant la supposition. L'équipe de médecins légistes a travaillé en silence, cataloguant chaque fragment avec soin. Des os fragilisés par des décennies sous terre, des morceaux de tissu décomposés encore accrochés à des attaches métalliques, un unique bracelet rouillé. Lorsqu'ils ont examiné le crâne, la fracture était sans équivoque, une fracture nette par concussion à l'arrière du crâne, du type causé par un seul coup violent. Quiconque avait fait cela s'était assuré qu'il n'y aurait aucune chance de survie. L'extraction d'ADN sur un os aussi ancien n'est pas facile, mais la technologie avait progressé depuis 1992. Le laboratoire a utilisé un fragment du fémur assez dense pour avoir préservé une trace de matériel génétique. Après plusieurs jours de traitement et de recoupement avec la base de données nationale des personnes disparues, les résultats sont tombés. La correspondance était absolue. Les restes étaient confirmés comme étant ceux de Marlène Parker, disparue depuis 26 ans. Lorsque l'inspectrice Laura Benton a reçu l'appel, elle n'a pas parlé pendant plusieurs secondes. Elle fixait simplement le mur de son bureau,
la main crispée sur le combiné, écoutant la voix neutre à l'autre bout du fil confirmer ce que son instinct lui criait depuis le jour où les premiers os avaient fait surface. Mais l'entendre à voix haute, donnait à l'affaire une finalité qui la frappait plus durement qu'elle ne l'avait prévu. Le dossier de Marlène, qui prenait la poussière dans les archives, a été officiellement rouvert en tant qu'enquête pour homicide. Benton a passé les semaines suivantes à éplucher le peu qui restait des notes de l'affaire originale. La première chose qui a sauté aux yeux était ce qui manquait. Pas de véritables entretiens avec les employés du magasin, pas de fouilles scientifiques de la propriété, pas de suivi sur Earl Carter au-delà d'un seul paragraphe d'interrogatoire de routine. Le genre d'oubli qui, avec le recul, semblait presque délibéré. Avec une nouvelle juridiction accordée, Benton a réexaminé les dossiers du personnel de l'épicerie Carter. Il a fallu des semaines de recherche dans les vieilles archives de paie et les déclarations fiscales pour reconstituer qui y avait travaillé au début des années 90. Plusieurs femmes vivaient encore dans le comté ou ses environs. Certaines étaient restées silencieuses pendant des décennies. Lorsque Benton les a contactées, leurs réponses sont venues lentement, hésitantes au début, puis plus assurées au fil des entretiens. Elle décrivait Earl comme les petites villes décrivent les hommes de pouvoir, respectés, serviables, vieille école. Mais sous la politesse, il y avait autre chose. Des mots comme colérique, contrôlant, trop amical. Quelques-unes se souvenaient de choses que Marlène avait dites, des remarques désinvoltes, des blagues mal à l'aise sur son patron qui la surveillait de trop près. Une femme s'est souvenue qu'elle avait dit se sentir piégée, qu'elle avait besoin de ce travail mais ne se sentait plus en sécurité. Rien de tout cela n'avait été signalé, pas une seule plainte formelle, parce qu'à l'époque, on ne dénonçait pas des hommes comme Earl Carter. On les évitait, on priait pour avoir plus de chance, et on espérait garder son emploi jusqu'à pouvoir partir. Puis Benton a trouvé ce qu'elle a appelé le chaînon manquant. Grâce à des dossiers nouvellement décelés, elle a découvert une déposition provenant d'un audit du travail sans rapport, déposé des années plus tard contre la chaîne d'épicerie. Enfouie dans les pages se trouvait la déclaration d'une employée nommée Cindy Lowe, qui avait travaillé avec Marlène en 1992. Cindy mentionnait, presque nonchalamment, que Marlène avait prévu de démissionner. Elle lui avait dit cette semaine-là qu'elle allait confronter Earl à propos de son comportement. Elle n'a pas dit exactement ce que cela signifiait, mais le ton de la transcription a suffi à glacer Benton. En croisant les registres des services publics et des permis de ce même été, Benton a trouvé autre chose. Un permis de construire déposé par Earl Carter à la fin du mois d'août 1992, juste 2 semaines après la disparition de Marlène. La description indiquait réparation du système de drainage, coulage d'une nouvelle dalle de béton derrière le quai de chargement. C'est sur cette même parcelle de béton que ces restes avaient été retrouvés 26 ans plus tard. Les implications étaient inéluctables. Earl Carter n'avait pas seulement enterré les preuves, il les avait scellées sous sa propre propriété, les avait pavées et avait marché dessus tous les jours. Il avait organisé des événements communautaires, des collectes de fonds pour l'Église et même des lavages de voitures pour enfants à quelques mètres de l'endroit où gisait son corps. Pendant plus de 2 décennies, il avait souri pour les photos, serré des mains et dit à tout le monde qu'il priait toujours pour la douce Marlène. Mais Benton avait encore besoin d'une dernière pièce, la preuve qui démontrerait sans l'ombre d'un doute qu'il était celui qui l'avait tué. L'équipe scientifique avait conservé quelques fragments de tissu dégradés du site d'enfouissement.
de petits morceaux presque méconnaissables qui avaient miraculeusement survécu à des décennies dans le sol. À l'intérieur de l'un de ces fragments, sous les ongles de Marlène, se trouvait une quantité microscopique d'ADN masculin. La probabilité de récupération était faible. Pourtant, le laboratoire a travaillé avec soin, extrayant ce qu'il pouvait et le comparant aux échantillons connus dans la base de données de l'État. Il n'y avait pas de correspondance directe. Earl Carter était mort depuis longtemps. Mais la généalogie médico-légale avait tout changé. Benton a demandé un échantillon d'ADN volontaire à un parent survivant, un neveu qui avait hérité de la propriété. L'homme a accepté, confiant qu'il n'y avait aucune raison de s'inquiéter. Lorsque les résultats sont arrivés, la correspondance était indéniable. L'ADN retrouvé sous les ongles de Marlène partageait un lien génétique avec la lignée d'Earl Carter. Statistiquement, les chances de coïncidence étaient inférieures à 1 sur 10 milliards. Le rapport médico-légal était clinique, précis et sans émotion, mais sa signification était dévastatrice. Marlène s'était défendue. Même dans ses derniers instants, elle avait réussi à griffer son tueur, laissant derrière elle la seule preuve qui un jour le démasquerait. Pour Benton, ce moment portait une étrange dualité, un mélange de triomphe et de chagrin. La vérité était là maintenant, froide et irréfutable, mais elle arrivait des décennies trop tard. L'homme responsable ne serait jamais jugé, ne ferait jamais face à sa famille, n'entendrait jamais son nom lu dans une salle d'audience. Il était mort en homme libre, salué comme un héros local. Pourtant, elle ne pouvait s'empêcher de penser à la chronologie, à la façon dont chaque détail s'emboîtait. Le projet de Marlène de démissionner, la dispute dont des témoins se souvenaient, la prétendue réparation du drainage par Earl quelques semaines après sa disparition, le béton parfaitement lisse qu'il avait coulé de ses propres mains, la cachant pour toujours à la vue de tous. Benton a rassemblé les dossiers, les photos, les résultats de laboratoire et a regardé le tableau d'enquête une dernière fois. Il n'y avait aucune satisfaction à résoudre l'affaire, seulement de la clarté. Le prédateur, en qui la ville avait confiance depuis des décennies, était celui qu'elle aurait dû craindre depuis le début. Elle a imaginé Marlène dans ses derniers instants, effrayée, acculée, réalisant peut-être trop tard que personne ne viendrait la chercher cette nuit-là. L'horreur de cette pensée était impossible à chasser. Pourtant, au sein de cette horreur, il y avait quelque chose d'inébranlablement humain. La trace d'ADN sous ses ongles, la preuve qu'elle ne s'était pas laissée faire, la preuve que même après 26 ans, sa voix avait trouvé un moyen de parler. Et en parcourant le rapport médico-légal final, Benton savait que la prochaine étape n'était pas de trouver le tueur. Il s'agissait de faire en sorte que la ville affronte la vérité qu'elle avait ignorée pendant bien trop longtemps. L'homme en qui tout le monde avait confiance, l'homme dont le sourire avait désarmé les soupçons pendant des décennies, était celui qui l'avait enterré sous le sol même où ils se tenaient tous. Et maintenant que la vérité était révélée, le comté de Chilton ne regarderait plus jamais cette parcelle de terre de la même manière. Lorsque les résultats ADN ont été rendus publics, la nouvelle a frappé le comté de Chilton comme un coup de tonnerre. Pendant près de 3 décennies, les gens avaient vécu dans l'illusion réconfortante que Earl Carter était l'un des bons, l'homme qui aidait à la réparation du toit de l'église, qui donnait des conserves à la banque alimentaire, qui s'assurait qu'aucune famille ne manque de dinde pour Thanksgiving. Mais le rapport ne laissait aucune place au déni. Le même homme en qui tout le monde avait confiance avait pris la vie de la femme dont la photo était accrochée au tableau d'affichage depuis des années,
à quelques mètres de l'endroit où son corps était enterré. Dans les jours qui ont suivi, le choc s'est propagé à travers la ville en vagues silencieuses et mal à l'aise. Personne ne voulait y croire, mais les faits étaient là, noir sur blanc. L'ADN sous les ongles de Marlène était le sien. La dalle de béton, coulée quelques semaines après sa disparition, correspondait à la date exacte sur la demande de permis d'Earl. La police a publié sa déclaration finale avec une seule phrase dévastatrice. Earl Carter est identifié à titre posthume comme l'auteur de l'homicide de Marlène Parker en 1992. Les gens ont commencé à se souvenir de choses qu'ils avaient mises de côté pendant des années. Une femme qui avait travaillé au magasin à la fin des années 90 a dit qu'elle avait toujours trouvé étrange la règle d'Earl concernant le terrain arrière, comment il ne laissait jamais les livreurs décharger après le coucher du soleil. D'autres se sont souvenus qu'il disait que la zone n'était pas sûre, qu'il y avait des serpents ou des zones de sol instables. Mais maintenant, tous ces avertissements prenaient un sens plus sombre. Ce qu'ils pensaient être de la prudence était en réalité de la dissimulation. Le journal local a publié un article en première page avec deux photos côte à côte. D'un côté, Earl Carter, souriant dans sa chemise de travail impeccable, tenant un prix communautaire. De l'autre, Marlène, jeune, le regard vif, dans le même uniforme, son nom soigneusement brodé sur sa poitrine. Le titre disait « La vérité déterrée ». Le propriétaire de l'épicerie Carter lié au meurtre de 1992. C'était le genre de titre qui ne mettait pas seulement fin à un mystère, mais qui réécrivait l'histoire d'une ville. Chez les Parker, dans une maison plus calme et plus petite qu'elle ne l'avait été, les parents de Marlène étaient assis avec le poids d'une réponse qu'ils avaient attendue toute leur vie. Sa mère, Clara, avait survécu à son mari de 2 ans. Elle était frêle maintenant, sa voix faible mais stable. Lorsqu'un journaliste lui a demandé ce que la justice signifiait après tout ce temps, elle a dit doucement « Ça ne ressemble pas à la justice, ça ressemble à la vérité qui en a eu marre d'être enterrée. » Et j'y s'était mêlé. Une semaine plus tard, sous un ciel d'avril pâle, un petit mémorial a eu lieu derrière l'épicerie, sur le même sol qui l'avait caché pendant 26 ans. La zone a été nettoyée, la terre remplacée, le béton enfin brisé et enlevé. Des dizaines de personnes se sont rassemblées, d'anciens collègues, des camarades de classe, des amis de l'Église et des inconnus silencieux qui avaient grandi en entendant l'histoire sans jamais imaginer à quel point elle était proche. Le nouveau propriétaire du magasin a fermé pour la journée, couvrant les fenêtres de papier et installant des chaises pliantes près du terrain arrière. Un pasteur local a parlé brièvement du pardon, bien que le mot soit resté en suspens dans l'air, mal à l'aise et inachevé. La plaque qui serait plus tard montée près de l'entrée disait « À la mémoire de Marlène Parker, partie mais jamais oubliée ». L'inspectrice Laura Benton se tenait à l'écart, les mains dans les poches de son manteau, regardant Clara déposer une seule rose rouge sur la terre fraîchement retournée. Pour Benton, ce n'était pas une conclusion, pas vraiment. Il n'y a pas de véritable conclusion lorsque le coupable ne répond jamais de ses actes. Mais il y avait maintenant la vérité, et la vérité, même tardive, comptait toujours. Alors que la foule se dispersait lentement, les gens chuchotaient entre eux, reliant de vieux souvenirs à de nouvelles révélations. Un homme se rappela avoir vu Earl derrière le magasin, une pelle à la main, bien après la fermeture.
Il prétendait réparer une fuite. Un autre évoqua comment Earl s'attardait un peu trop près des employés lors des inventaires, insistant toujours pour s'en charger lui-même. Il y avait eu tant de signes, mais personne ne les avait jamais reliés. Benton y pensait souvent à la façon dont la réputation pouvait être le déguisement parfait, comment un homme pouvait passer des années à bâtir la confiance, à s'envelopper d'une aura de respectabilité, jusqu'à ce que plus personne n'ose soupçonner ce qui se cachait en dessous. Earl Carter n'était pas seulement un prédateur, il était une leçon. La preuve que le silence protège le mal, et dans le comté de Chilton, ce silence avait duré bien trop longtemps. Alors que le soir tombait, la vieille épicerie se dressait en arrière-plan, sa peinture écaillée, son toit légèrement affaissé. Le parking était désormais vide, à l'exception de quelques voitures et du bourdonnement lointain des cigales qui flottaient dans le crépuscule chaud de l'Alabama. Benton s'attarda un instant de plus avant de regagner sa voiture. Elle jeta un dernier regard à l'endroit où la terre avait livré son secret, ce sol qui avait refusé de se taire à jamais. L'affaire serait classée, les dossiers refermés, mais pour les habitants du comté de Chilton, quelque chose de fondamental avait basculé. L'homme qu'ils avaient un jour qualifié de généreux était capable d'actes monstrueux. Le magasin en qui ils avaient eu confiance pendant des décennies n'était plus qu'un rappel de ce qui peut se cacher derrière la bienveillance. Aujourd'hui encore, les gens du coin racontent que lorsqu'on passe en voiture devant l'épicerie, Carter tard dans la nuit, un étrange silence s'installe sur le terrain à l'arrière. Pas un silence inquiétant ou surnaturel, juste un silence lourd. Le genre de silence qui appartient à un lieu qui en a trop vu et qui a finalement raconté son histoire. La justice, si l'on peut l'appeler ainsi, était arrivée tardivement, mais elle était arrivée. La vérité s'était frayé un chemin à travers le béton et le temps, tiré à la surface par la plus infime trace d'ADN et par la persévérance d'une détective qui refusait de cesser de poser des questions. Et à la fin, la leçon que la ville a apprise était simple mais inoubliable. Les monstres ne se cachent pas toujours dans l'ombre. Parfois, ils vous tendent vos courses, vous souriant et vous souhaitent une bonne journée. Désormais, la vieille épicerie se dresse comme un monument à cette vérité, son enseigne délavée grinçant dans le vent du soir, tandis que les cigales entonnent leur chant infini et que le soleil plonge derrière les pins de l'Alabama. Sous cette terre, le silence a enfin été brisé. La terre a parlé, et Marlene Parker, après 26 longues années, est enfin rentrée chez elle.